fait une quinzaine d'années que je travaille avec une triple casquette de médecin légiste, d'archéologue et d'anthropologue sur les mauvais morts ou sur les non-morts. Il y a eu les fantômes, fantômes d'Occident, fantômes extra-européens, il y a eu les vampires, et puis il y a également, évidemment, les zombies. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de zombie? Est-ce que ce sont de véritables créatures? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce qu'il y a une réalité anthropologique? C'est en fait le résultat d'une dizaine d'années de travail, de recherche de terrain, autant sur le plan anthropologique que sur le plan pharmacologique ou médical. Le visiteur, quand il rentre dans cette exposition, il se dit « ouais, je vais voir des films de fantômes, des films de zombies, des films de créatures un peu malfaisantes ». Eh bien non. Le zombie qu'on voit dans les films hollywoodiens ressemble à Hollywood, ne ressemble pas du tout aux zombies haïtiens. C'est une réalité, d'abord, c'est pas une création littéraire ou imaginaire ou esthétique. Cette exposition raconte la zombification à travers le vaudou, puisque on ne peut pas parler d'Haïti sans le vaudou. On veut vraiment changer le regard du public occidental sur la culture et la religion vaudou. En faisant l'analyse, l'archéologie, si je peux dire, du zombie, eh bien, on finit vraiment par mieux le comprendre. Donc c'est vraiment un phénomène qui est multiple et on veut que le visiteur comprenne cette complexité, mais digérée par nos soins. L'exposition est organisée en 3 grandes parties. La première, on veut absolument que le visiteur se rende compte de l'endroit où se situe cette action. Et donc le visiteur, mené par un escalier avec des bruits de tambour, accueilli par un vévé, c'est-à-dire ce signe kabbalistique sur le sol qui est l'apanage des divinités du vaudou, eh bien, va être d'abord confronté à un péristyle, un temple vaudou haïtien à l'échelle 1-1. Un endroit en terre battue avec un poteau central et énormément d'objets traditionnels, rituels, qui sont à la convergence entre 3 courants différents. C'est un très beau lieu qui symbolise beaucoup de choses, avec le potomitan, ce totem qu'on retrouve dans les temples vaudous, avec ses couleurs, avec les chromolithographies qui sont là, avec d'autres artefacts en paille, en bois, en métal, de la terre, du feu, de l'air. Et c'est tous ces éléments fondamentaux qui constituent le quotidien de l'homme, mais en même temps le quotidien du vaudou. Le vaudou haïtien, c'est une religion syncrétique, c'est-à-dire que c'est le mélange entre les religions de l'Afrique subsaharienne, qui ont voyagé sur les épaules des esclaves pendant la traite négrière, dès le tout début du XVIe siècle. C'est ensuite les religions chrétiennes catholiques romaines, avec différents courants qu'on peut retrouver, qui étaient inculqués de force aux esclaves pendant cette traversée de l'Atlantique. Et puis, troisième chose, eh bien, ce sont les religions autochtones de la Caraïbe, celles des Taïnos, des Arawaks, des Kalinago, qui ont été transmises à un moment bien particulier, qui est lorsque les esclaves réussissaient à s'échapper des plantations. Ils étaient parfois recueillis par des membres de cette société précolombienne qui leur ont transmis des secrets, notamment celui des plantes et des poisons. Cet objet est un objet extrêmement complexe parce qu'il résume la conception du monde dans le vaudou haïtien. C'est ce qu'on appelle une calebasse courante qui a une partie ronde et une queue. La partie ronde représente la terre ou la tête. La tête est le réceptacle des âmes. Cette partie ronde est entourée d'un réseau de perles de toutes les couleurs. Ce réseau de perles représente le voile d'énergie qui entoure la Terre et où se trouvent rassemblés tous les esprits. Donc au fond, cet objet représente non seulement le monde, mais la personne humaine. Ensuite, on explique toujours dans cette première partie ce qu'est le panthéon vaudou, ce que sont les dieux vaudous, et notamment les dieux des morts, Baron Samedi et Grande Brigitte. Et puis leurs enfants également, qui sont les guédés, c'est-à-dire les enfants des dieux des morts, qui vont servir de messagers et qui vont conduire le défunt au cimetière, puis à l'autre monde. On a ici une bannière qu'on appelle la bannière de Baron Samedi. C'est la divinité de la mort. C'est un homme qui est particulièrement élégant, qu'on voit occuper le centre de l'espace avec une redingote. 2 couleurs caractéristiques qui sont le violet et le noir, ce sont les couleurs de la mort.
il est revêtu d'un haut de forme et il lui manque un verre de lunettes. C'est une façon très symbolique de dire qu'on a un pied dans le monde des vivants et un pied dans le monde des morts. Baron Samedi est le grand justicier, c'est lui qui donne la justice. C'est devant lui qu'on demande la paix et la justice avant d'aller voir les sociétés secrètes. On a également la croix de Baron Samedi, qui est cette croix noire au centre de chaque cimetière, avec des offrandes qui lui sont faites. Et puis on a Grande Brigitte, ou Dame Brigitte, qui est juste derrière, au-dessus de Baron Samedi. C'est son épouse, et elle est montée sur une croix noire, et c'est sur cette croix noire que la main de Dieu l'attire à lui, au sein du firmament, pour monter directement au paradis ou dans le monde des morts. Cette exposition met en valeur aussi les costumes dévotionnels, les robes traditionnelles. On peut y voir les costumes des lois. C'est des esprits vaudous et chaque couleur symbolise un loi, un esprit. Et chaque couleur correspond à une dévotion particulière. Et chaque jour, un vaudouisant qui est en cheminement spirituel ou en immersion totale va porter les costumes, les couleurs de leur loi pendant la semaine. La couleur naturelle et classique de tout initié, c'est le blanc. On a ici une robe blanche d'une femme initiée. Et puis les trois vêtements qui sont là, avec cette double couleur violette et noire, eh bien ce sont des vêtements de Guédé, c'est-à-dire les suiveurs de Baron Samedi et de Grande Brigitte. Et cette dernière robe, eh bien elle appartient à une initiée de la société secrète Bizango, avec cette couleur rouge et noire qui est caractéristique. On explique ensuite ce que sont les sociétés secrètes, c'est-à-dire cette spécialisation dans la religion, vaudou en l'occurrence, et notamment la société secrète Bizango, qui est spécialisée dans une justice parallèle, une justice coutumière. C'est elle, en l'occurrence, qui a la charge de la zombification, c'est-à-dire d'un jugement destiné à ceux qui ne respectent pas le ventre des femmes, les violeurs, et à ceux qui vendent des terres qui ne leur appartiennent pas. Ce sont vraiment des crimes abominables et insupportables pour la société haïtienne. Et donc, lorsque la justice des hommes ne fonctionne pas assez vite, les tribunaux tout simplement, eh bien, on va se tourner vers une justice métaphysique, magico-religieuse, c'est-à-dire les sociétés secrètes, et notamment la société secrète Bizango. Nous sommes dans la chambre du grand jugement, la chambre des Bizango. Tout un symbole, ils se sont transformés en ces bêtes sauvages pour que nous, qu'on puisse redevenir des hommes et des femmes dignes. Nous sommes face à ces gens qui ont connu l'esclavage et c'est eux qui sont le grand jury qui vont juger est-ce que ce que cette personne a fait mérite de goûter à ce qu'ils ont connu. Toujours dans cette première partie, on explique ensuite le phénomène de la zombification. C'est le fait d'avoir été empoisonné après avoir été jugé coupable, on est mis en état de mort apparente, on est enterré vivant, on est ressorti ensuite de son tombeau pendant la nuit et on va vivre, drogué, un état d'esclave moderne pendant des dizaines d'années. Le châtiment ultime, c'est de passer sa mort en esclavage. Il ne va pas retrouver son âme, il va être comme un robot et il va passer sa vie à travailler. Ça, c'est le zombie classique, le zombie issu d'un jugement par la société secrète. Deuxième type de zombie, le zombie criminel. C'est votre mari qui va vous empoisonner parce qu'il veut partir avec sa maîtresse et que vous refusez le divorce. Donc là, pas de jugement, pas de société secrète, mais un sorcier qu'on va payer pour empoisonner la personne et lui faire exactement le même sort que les autres, c'est-à-dire un esclave des temps modernes. Troisième type de zombie, le zombie psychiatrique. La personne est folle, littéralement, elle a un délire psychotique et la métaphore qu'elle va utiliser pour son délire, c'est celle du zombie. Quatrième et dernier type de zombie, c'est le zombie social. C'est une usurpation d'identité, un individu qui prend la place d'un autre, mais tout le monde est d'accord pour cette usurpation. Et la métaphore à nouveau qu'on va utiliser pour faire passer la pilule, si je peux dire, c'est la métaphore du zombie. La mythologie autour de la zombification est une mythologie dissuasive, pour faire peur. Comme toutes les mythologies, elle est très fantasmagorique.
Pendant les 7 étapes de convocation de l'individu qui va être jugé devant la société secrète, on va essayer de le faire entendre raison et des sortilèges vont être déposés. Ce peuvent être 3 petites pattes de poulet sur le seuil de sa maison, ce peuvent être aussi des sortilèges un peu plus conséquents, comme par exemple ces poupées vaudou. On peut également utiliser le rituel de clou-garçon. Ce sont des clous de cercueil qui ont déjà été utilisés pour enfermer quelqu'un à l'intérieur, qui sont récupérés et avec lesquels on va clouer tantôt une photographie, tantôt une carte de visite. C'est comme si, par contumace, on le condamnait déjà un tout petit peu. Et puis on va clouer également des poupées vaudou à un arbre qu'on appelle l'arbre des sortilèges. On dit que la sève de cet arbre, c'est le sang des morts, ce qui permet un peu de s'en servir comme d'une sorte de boîte à lettres infernale qui fait communiquer le monde des vivants avec les dieux au-dessus de nous et les morts en dessous de nous. Il y a ce tableau d'Hector Hippolyte qui montre un empereur de société secrète avec 2 morts vivants, 2 zombies. Il y a le Bokor, avec son chapeau, avec dans sa main une bouteille, et dans cette bouteille, il y a l'âme de 2 zombies qui sont juste devant lui. Et avec cette bouteille, eh bien, il va diriger l'âme des zombies et le corps des zombies, hein, comme un peu une télécommande. Et on voit que ces zombies sont prostrés, ils sont en totale privation de liberté, mais également privation intellectuelle. Ce sont désormais des corps sans âme. Pourquoi? Parce que leur âme est dans la bouteille. La deuxième grande partie de l'exposition est pourquoi les zombies sont spécifiquement en Haïti? Comment en est-on arrivé là? Eh bien tout simplement parce qu'on est à la convergence de 3 choses bien caractéristiques. La première, ce sont les religions de l'Afrique subsaharienne. Le zombie reproduit des formes de mort perméable qu'on retrouve au Bénin, qu'on retrouve en République démocratique du Congo, qu'on retrouve au Gabon. Deuxièmement, l'esclavage transatlantique. Et même les Haïtiens considèrent que les esclaves du temps passé étaient une forme de zombification réalisée par les Occidentaux. Et troisième explication de ce caractère uniquement en Haïti du zombie, ce sont les religions autochtones. Bien, les Taïnos auraient transmis le secret des plantes et des poisons, et notamment des poisons d'origine animale. Derrière moi, il y a 3 fantômes, ce sont les egungun. Dans le vaudou béninois, cette fois-ci, les egungun sont des individus qui sont des fantômes, des revenants, dont le costume va être pénétré par l'esprit d'un mort et qu'on va voir courir, des fois, le soir, au centre du village. Et ils vont parler avec une voix qui est extrêmement grave et un peu nasillarde, et ils vont raconter tout simplement la vérité, leur vérité. Ces vêtements, ils rentrent vraiment dans cette tradition d'une porosité entre le monde des vivants et le monde des morts qu'on va retrouver autant en Afrique que de l'autre côté de l'Atlantique, en Haïti, avec les zombies. La mort n'est pas une fin. Troisième et dernière partie, la mondialisation du phénomène des zombies. Avec les premières études anthropologiques dans les années 1920-1930 par des anthropologues américains au moment de l'occupation américaine de l'île. La première publication avec le mot « zombie » écrit dessus, c'est un livre écrit en 1697 et publié à Rouen, en France. Et puis ensuite, eh bien, la découverte cinématographique des zombies. Premier film de zombies, 1932, Bela Lugosi, White Zombie. Et ensuite, dans les années 1950-60, la transformation du zombie. Et il va devenir une sorte de métaphore, gore, de la mort contagieuse, par morsure, par virus ou que sais-je encore. Et là, c'est la vague zombie qui va déferler sur le monde entier. Toute notre exposition vise à déconstruire ce mythe et à faire surtout l'archéologie du zombie. Comment le zombie s'est construit jusqu'à notre imaginaire occidental. J'aimerais beaucoup que l'occidental qui voit cette exposition fasse l'effort de sortir de sa culture rationnelle. Les Haïtiens ne prennent pas de bain de sang, c'est pas que les bandits armés, c'est pas que les gangs, mais c'est aussi cette belle culture. C'est aussi cet héritage colonial, c'est la première république noire libre.
Ce qui aussi, d'après moi, est intéressant, c'est comment l'Occident s'est emparé de cette notion pour en faire une notion qui lui ressemble. La façon dont Hollywood a démantelé l'image d'Haïti. Le vaudou, c'est pas ça. La zombification, c'est une punition, c'est une vengeance inspirée parce que nous sommes aussi descendants d'esclaves. C'était le retour à l'envoyeur. Et la plus grande des punitions qu'on peut infliger à quelqu'un, c'est de devenir esclave.